Madame, s'il vous plaît, je peux aller aux toilettes? Non, c'est pas possible. Bah pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais attendez, c'est légal ça? En principe, les profs peuvent te refuser d'aller aux toilettes pendant un cours, sauf si tu as une contrainte de santé particulière. Madame, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, j'ai un problème médical, je peux vraiment pas attendre. Tu as un certificat médical qui le prouve? Oui, regardez. Ok, alors vas-y. Madame? Quoi? Toi aussi t'as un certificat médical pour aller aux toilettes? Non, pas du tout, mais je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai que si un prof nous refuse d'aller aux toilettes mais que ça nous fait souffrir, on peut vous attaquer en justice? Comment ça si t'en souffres? Bah par exemple si on se fait dessus en classe et qu'ensuite on se fait humilier, donc on en souffre psychologiquement, ou si ensuite ça nous crée des problèmes de santé parce qu'on s'est trop retenu. Même si l'élève n'a pas de certificat médical, si un prof lui refuse d'aller aux toilettes et que ça cause chez l'élève un préjudice, qu'il en souffre, l'élève pourra demander réparation en justice. Mais si un professeur refuse de vous laisser sortir de classe, par exemple pour pouvoir aller aux toilettes, c'est pour des raisons de responsabilité. Je vais vous expliquer pourquoi on vous laisse pas aller aux toilettes. Moi évidemment, je peux pas quitter la classe pour vous accompagner et abandonner tous les autres. Sauf que si je vous autorise à y aller tout seul et que vous vous blessez par exemple en tombant dans les escaliers, c'est moi qui suis responsable. S'il arrive un accident à un élève, quelqu'un sera bien responsable, mais ce sera pas nécessairement le professeur. Dans les écoles publiques, en cas d'accident d'un élève pendant un temps de classe, la responsabilité de l'État se substitue à celle du professeur ou du surveillant dans la très grande majorité des cas. Donc la personne que les parents devront attaquer en justice, ça ne sera pas le professeur, mais l'État français. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon, bah écoutez, au niveau de vos études et de l'expérience professionnelle, c'est exactement ce qu'on cherche pour le poste. Bah écoutez, parfait. J'ai juste quelques dernières petites questions. Bien sûr, dites-moi. Est-ce que vous comptez avoir des enfants? Pardon? Bah vous avez plutôt l'âge d'en vouloir ou du moins vous vous en rapprochez. Donc est-ce que c'est un projet? Si oui, sous quel délai? C'est plutôt très personnel comme question. Oui, mais c'est normal, il faut bien qu'on apprenne à vous connaître aussi. On va travailler ensemble toute la journée, donc on veut savoir à qui on a affaire. Je ne vais pas vous poser que des questions sur le poste et sur vos compétences, on a fait le tour. Si vous posez des questions pour vérifier si ça colle humainement avec les équipes et moi, je comprendrai. Mais une question aussi personnelle et sensible, vous avez vraiment le droit de la poser? Lors d'un recrutement, on ne peut pas te demander n'importe quelles informations. L'employeur peut uniquement te poser des questions pour évaluer ta capacité à occuper l'emploi proposé ou pour évaluer tes aptitudes professionnelles. L'employeur n'a donc pas le droit de te poser des questions comme: vous comptez avoir des enfants? Vous vivez toujours chez vos parents? Vous diriez que vous êtes plutôt de gauche ou de droite? Au niveau de l'orientation sexuelle, vous êtes gay, hétéro? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Vous êtes de quelle origine? La règle, c'est vraiment que les questions dans le cadre du recrutement doivent avoir un lien direct et nécessaire avec le poste ou l'évaluation des aptitudes du candidat. Sachant que si le candidat se fait refuser un poste en raison par exemple de ses origines, de son orientation sexuelle, de son handicap ou encore de son état de grossesse, c'est une discrimination punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou non lors d'un recrutement, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Est-ce que quelqu'un veut lire le paragraphe 2? Involontaire? Sinon vous savez que je désigne. Alex, tu fais quoi là? Rien, madame, rien. Oui, bien sûr. Donne-moi ton téléphone s'il te plaît. Non mais madame, j'avais un message de ma mère, je vous jure que c'était urgent. Donne-moi ton téléphone s'il te plaît, c'est confisqué. Non madame, je vous le donne pas. Pardon? Ah si, t'as intérêt à me le donner. Non, je suis pas obligée de vous le donner, c'est ma propriété, vous avez pas le droit de me le confisquer. Bien sûr que si, c'est interdit de l'utiliser en classe, donc j'ai le droit de le prendre. Et puisque tu fais le malin, ce sera 3 jours de confiscation. Non mais ok madame, ok s'il vous plaît, rendez-le moi aujourd'hui. Non mais ça sert à rien là. 3 jours de confiscation, et si tu continues, ça sera une semaine. Dans l'enceinte d'une école primaire ou d'un collège, l'utilisation du téléphone est interdite par la loi. Il peut être également interdit d'utiliser son téléphone dans un lycée si jamais le règlement intérieur du lycée le prévoit. Et si jamais dans ce cadre tu ne respectes pas cette règle, donc que tu utilises ton téléphone alors que c'est interdit, on peut te le confisquer. Par contre, si ton prof te confisque ton téléphone, il ne peut pas le garder plusieurs jours. Il doit forcément le rendre à la fin de la journée, soit à toi, soit à tes responsables légaux. Et d'ailleurs, si ton téléphone est perdu ou cassé pendant la confiscation, tu pourras engager des poursuites pour mettre en cause la responsabilité de l'administration. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas à l'école, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon, l'état des lieux est terminé, vous m'avez bien rendu les clés, on a fini. J'ai juste une dernière question, vous pensez me rendre la caution dans combien de temps à peu près? Oh, vous inquiétez pas, généralement on va super vite, je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera bon. Oui bonjour, c'est Inès, l'ancienne locataire de la rue du Clos. Vous m'aviez dit que je recevrais ma caution d'ici la fin de la semaine dernière, mais je l'ai toujours pas eu. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous me l'enverrez s'il vous plaît? Merci. Oui bonjour, c'est encore Inès. L'état des lieux de sortie était il y a 3 semaines et j'ai toujours pas reçu ma caution. Et j'ai aucune information puisque personne me répond ni par téléphone ni par mail. Donc là je sais pas trop ce qui se passe, mais clairement il est hors de question que je me fasse arnaquer ma caution, donc si j'ai pas de nouvelles dans la journée, je vais porter plainte. Quand un locataire quitte un logement, le propriétaire ou l'agence immobilière a un certain délai pour te rendre le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution. Il y a 2 délais différents. Si l'état des lieux de sortie était conforme, donc en gros tu as rendu l'appartement dans le même état que tu l'as trouvé, le propriétaire a 1 mois pour te rendre la caution. Par contre, si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme, donc tu as rendu le logement avec des dégradations, le propriétaire a 2 mois pour te rendre la caution. Bonjour, c'est encore Inès. J'ai toujours aucune nouvelle de votre part pour le dépôt de garantie, et là l'état des lieux de sortie qui était conforme, on l'a fait il y a plus d'1 mois et demi. Donc vous êtes en retard sur la restitution du dépôt de garantie. Donc là sachez que je vais demander des intérêts de retard, ça vous fera peut-être réagir plus rapidement.
Si le propriétaire ne te rend pas la caution dans les délais prévus, tu as le droit à des intérêts de retard. Pour chaque mois de retard commencé, tu as le droit à 10% du loyer mensuel hors charge. Pour plus d'informations sur les relations locataires-propriétaires, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Mais comment ça, il manque 300 € sur mon salaire? Oui, Nathalie, il manque 300 € sur ma paye. Ah bon? Attendez, je vais regarder. Ah, parce que vous vous souvenez pas si vous m'avez donné 300 € en moins. Alors, on a une cinquantaine de salariés dans l'entreprise, je m'occupe des payes toute seule, donc non, je me souviens pas de votre cas particulier à vous précisément. Bref, je viens de trouver parce que vous avez fait l'objet d'une saisie. Quelle saisie? Bah, visiblement, vous deviez de l'argent à l'administration, vous n'avez pas payé, donc ils sont venus le chercher sur votre salaire. Donc les impôts, ils ont accès à vos comptes bancaires et ils servent dedans comme ils veulent. C'est ça que vous essayez de me faire croire là? Ah non, non, effectivement, ça ne marche pas comme ça. On va prendre l'exemple d'une amende. Imaginez que vous la payez pas. L'administration va nous contacter pour nous demander de prendre la somme que vous leur devez sur votre salaire et de leur donner. Et on n'a pas le choix, hein, c'est les impôts, donc on rigole pas avec ça. Mais attendez, impôt ou pas, vous devez me donner mon salaire intégralement. C'est illégal ce que vous avez fait. Donc moi je vais aller porter plainte. Si tu ne payes pas tes amendes ou tes impôts, tu risques de faire l'objet d'une procédure qui s'appelle la saisie administrative à tiers détenteur. Cette procédure, elle permet à l'administration de récupérer de l'argent que toi tu lui dois. En gros, l'administration va obtenir le paiement auprès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a ton argent. Souvent, c'est ta banque ou ton employeur. Comment ça se passe concrètement? Toi et le tiers détenteur, vous allez recevoir un avis à tiers détenteur, donc c'est un truc qui va permettre d'informer tout le monde qu'il va y avoir une saisie. Et après l'envoi de cet avis, ta banque ou ton employeur devra verser l'argent à l'administration sous 30 jours. Et c'est pas une option pour lui, hein, c'est vraiment une obligation parce que s'il le fait pas, l'employeur par exemple risque de devoir payer lui-même l'argent que toi tu dois à l'administration. Il est obligatoire de laisser à la personne qui fait l'objet de la saisie un montant minimum. Cette somme, elle correspond au montant du solde bancaire insaisissable, c'est-à-dire une somme au moins égale à 635 €. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut lui? Allô? Oui Inès, désolée de te déranger. Je sais que t'es en arrêt maladie, mais là on a un gros problème au boulot, on a vraiment besoin de toi. Ça prendra que 5 minutes, hein. Non, mais là ça va pas être possible, j'ai la grippe, je suis au bout du rouleau. Non, mais je sais, mais promis, c'est pas long, on a vraiment juste besoin que tu viennes cet après-midi. Attendez, 2 minutes, je vous rappelle. Inès, je t'ai vu secouer la tête. J'y vais pas, c'est ça? En vrai, ils sont hyper sympas, je les aime bien. Non mais ok, mais ça change rien, hein. Toi, tu prends trop de risques à aller travailler en arrêt. Comment ça, je prends des risques? Bah déjà, ton employeur n'a absolument pas le droit de te demander de venir pendant, mais bon, ça, voilà. Mais surtout, toi aussi, t'as l'interdiction de travailler pendant un arrêt. Mais je comprends pas si moi je suis d'accord, c'est quoi le risque? De devoir rembourser les indemnités que la sécurité sociale, elle t'a versées. S'ils apprennent que t'as travaillé pendant ton arrêt, ils peuvent te réclamer l'argent qu'ils te donnent, hein. Ah d'accord. Bah attends, vas-y, je les rappelle, je mets le haut-parleur. Oui, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir venir vous aider. Je viens d'apprendre qu'il y avait des risques de mon côté si jamais je venais travailler pendant mon arrêt, donc Bon, bah écoutez, je vois qu'on peut pas compter sur vous. C'est dommage, hein, jusqu'ici, nous on aimait bien travailler avec vous, mais bon, on devait justement se séparer de quelques personnes. Donc si vous venez pas aujourd'hui, ça va faciliter notre décision, hein. Ah, coupe, je vous rappelle. Et du coup, maintenant, je fais quoi? Tu leur dis que si te forces à travailler, c'est du travail dissimulé, et que dans ce cas-là, quand tu partiras de la boîte, tu pourras demander l'indemnité forfaitaire de 6 mois. Je comprends pas ce que ça veut dire. En gros, si l'employeur fait du travail dissimulé, quand le contrat de travail est rompu, le salarié peut aller devant le juge, donc les prud'hommes, pour réclamer 6 mois de salaire. Et ça, c'est peu importe l'ancienneté d'ailleurs. Et comme faire travailler un salarié en arrêt maladie, c'est du travail dissimulé, ici, ça pourra fonctionner. Et pour te protéger juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. J'ai besoin d'argent avant la fin du mois, donc j'aurai besoin d'un acompte ce mois-ci. Ah non, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, c'est comme ça. Mais attendez, vous n'avez pas le droit de me refuser un acompte. Ah bah si, la paye en principe, c'est en fin de mois, hein. On n'est pas obligé de vous donner votre salaire en avance juste parce que vous le demandez. Ton employeur doit accepter ta demande d'acompte sur salaire s'il s'agit de ta première demande dans le mois. Par contre, si tu as déjà demandé un premier acompte dans le mois et que tu en demandes un deuxième le même mois, ton employeur a le droit de refuser cette deuxième demande d'acompte. J'aimerais un acompte de 1 300 € pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Mais attendez, c'est pas le montant de votre salaire? Si, enfin j'aimerais toucher mon salaire plus tôt, quoi. Ah mais c'est pas possible parce que... Comment ça c'est pas possible? Vous n'avez pas le droit de me refuser un acompte. Le problème c'est pas l'acompte en soi, c'est le montant que vous demandez. Vous pouvez pas demander plus que la moitié de votre salaire en acompte. Le montant de l'acompte sur salaire que tu peux demander, c'est la moitié de ta rémunération mensuelle. Et d'ailleurs, l'acompte doit rémunérer un travail déjà accompli. Ce qui veut dire que tu dois attendre le 15 du mois en cours pour demander ton acompte. Comme d'habitude, les sources sont en description. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Eh ben bonjour Inès, encore en retard pour changer. Je suis vraiment désolée, il y a des travaux sur la ligne, du coup plein de trains sont supprimés. Train? Mais je croyais que vous habitiez dans le centre. Oui, enfin pas vraiment. Mais attendez, vous avez menti sur votre adresse? Oui, en fait j'avais peur que vous me recrutiez pas si j'habitais pas à Paris même. Ah bah écoutez, vous avez eu raison, je vous aurais jamais pris. Je vais être transparent avec vous, on va lancer une procédure de licenciement. Parce que mentir sur son adresse, c'est inadmissible. Si tu mens sur ton CV, ton employeur a le droit de te licencier. Par contre, ce licenciement n'est pas du tout automatique dès que tu vas mentir lors d'un recrutement. En fait, il y a un critère pour déterminer si ton mensonge mérite un licenciement ou pas. C'est si ton mensonge était déterminant dans ton recrutement. Donc, en gros, sans ton mensonge, ton employeur ne t'aurait jamais embauché. Ça, c'est le principe général. Mais ici, il y a autre chose à prendre en compte. Donc, vous habitez où, du coup? En banlieue, c'est ça? Oui, mais vous savez, quand les trains fonctionnent, c'est vraiment pas loin, hein, juste avec les travaux. Non, mais écoutez, peu importe, c'est pour ça que je prends que des gens qui habitent à Paris. Sinon, les retards constants, c'est ingérable pour une entreprise. Donc, vous refusez de recruter certaines personnes en fonction de leur adresse? Ah non, je les prends pas. Je préfère donner le poste à quelqu'un qui vient en métro plutôt qu'en train, c'est logique. Oui, enfin, c'est aussi de la discrimination, hein. Non, mais pas du tout. La discrimination, c'est quand on fait des différences
préférence en fonction de l'origine, du genre ou d'autres critères qui ont un lien avec le candidat en lui-même. Refuser de recruter quelqu'un en fonction de son adresse, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout de la discrimination. Si lors d'un recrutement, un employeur traite différemment un candidat en fonction de son origine, son genre, son handicap ou encore de son lieu de résidence, c'est une discrimination. Et la discrimination, c'est une infraction pénale punie de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc si un jour ça t'arrive, tu pourras porter plainte. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.